Le mystère Vivaldi. Vivaldi, la dernière saison du musicien célèbre pour les 4 saisons. Alpes françaises, 10 avril 1797, 5e année de la Révolution. Très chère Daria, ma cousine bien-aimée, voici la dernière saison du musicien célèbre pour les 4 saisons. Voici un mémorial inédit que j'ai trouvé par chance. Il raconte la fin tragique du musicien Antonio Vivaldi, dit le prêtre rouge. Voici un mémorial inédit que j'ai trouvé par chance. Il raconte la fin tragique du musicien Antonio Vivaldi, mort dans des circonstances sombres en 1641. Un drame, une histoire captivante et parfois horrible. Un mystère jusqu'alors inconnu. Les manuscrits ci-joints est exceptionnel. Je viens de finir de le lire et de le copier pour que vous puissiez l'offrir à notre jeune ami, poète et tragédien Ugo Foscolo. Dans notre Venise, Antonio Vivaldi est un compositeur presque oublié. Ici en France, cependant, il est toujours vénéré. Ces 4 saisons sont célèbres grâce aux transcriptions pour flûte par Jean-Jacques Rousseau, le père idéal de notre révolution libertaire, égalitaire et fraternelle. Ces pages que je vous donne retrace le drame de Vivaldi dans ces derniers jours. Une histoire entourée de mystères, ici, pour la première fois, révélée dans ses recoins les plus intimes et sanglants. Ces manuscrits retracent une tragédie probable au sujet du prêtre rouge. Un témoignage direct sous forme de roman. Ces pages ont fini entre mes mains. Par chance, pour l'aventure, je voulais te les donner en personne, mais mon voyage de Paris à Venise devenait dangereux. Ces jours-ci, je crains plusieurs fois de mourir. Je suis parti il y a un mois de la capitale française. Le voyage s'est bien passé jusqu'à il y a une semaine. Ici, dans les Alpes, cependant, la situation s'est aggravée. Je confie donc cette lettre et la copie du mémorial de Vivaldi à un courrier. Ils prendront un chemin différent du mien, plus long, mais alternatif. J'espère arriver à Venise avant ma lettre pour vous embrasser à nouveau, toi et Lucrezia, pour vous rassurer. Mais si je devais vraiment mourir, le mémorial que le destin a placé entre mes mains ne doit pas être perdu. Je suis en danger. Sur les chemins de Paris vers l'Italie,
j'ai vu des scènes que je croyais appartenir au passé. La grandeur est venue. Et maintenant, je vais te dire. Chère Daria, ma cousine bien-aimée, La grande-peur a toujours fait partie de la vie de chacun. Dans le passé, il provenait principalement de la nature. Peur des inondations, des famines, des épidémies. Aujourd'hui, la grande-peur est artificielle. C'est devenu un système. Terreur de la guerre, terreur du pillage, terreur de l'injustice, de l'inconnu. terreur de la terreur. Comme l'écrivait fort mon ami André Chénier, les révolutionnaires guillotinés il y a 3 ans, victimes de Robespierre. Comme l'écrit notre Rousseau, les peurs artificielles, Est une invention moderne. théorisées, est élevée au rang de méthode par Hobbes. Le Léviathan nous regarde. Prêt à nous mordre. Les monstres veulent nous dévorer. Nous sommes les monstres, Chacun avec sa propre peur individuelle. avec ses propres égoïsmes, avec sa propre limitation inévitable, avec ses propres préjugés, apporte sa contribution à la construction d'une société folle. Chacun de nous est donc à la fois victime et bourreau. Nous nous sentons tous comme des victimes et nous ne réalisons pas que nous sommes aussi des bourreaux. Nous souffrons de l'injustice subie, mais nous ne percevons pas l'injustice que nous infligeons à notre prochain. Nous nous sommes tous concentrés sur la recherche du nombril. Quand des poussins s'emprisonnaient dans une cage en gazouille. Serait le cri des poussins. Mais nous les hommes, par contre, produisons une autre voix. Moi. Chacun de nos actes est donc une affirmation d'individualisme aveugle. Et puis la terreur succède à la terreur. Quand Robespierre est tombé, voici La terreur blanche. dernière quintessence de la grande peur dont vous aussi avez déjà été témoin. Ici aussi, à la périphérie de la France, les gens ont peur, générer de la peur, Nourrissez la pure. amplifier la peur. Pour me répatrier, je voulais emprunter la route de Zouglon, à descendre dans la vallée du Pô depuis Domodossola. Lors d'un passage à Chalon, au nord du lac Léman, des rumeurs, On fait changer de direction. voix incontrôlées, des rumeurs terrifiants. À Cholet-le-Château, les contre-révolutionnaires ont amassé
10 000 soldats. Ils sont prêts à toujours nous massacrer. Et puis, il y a le démagogue qui utilise le mensonge de manière instrumentale, qui nourrissent le préjugé, qui applique Systématiquement. de faux syllogismes. Trompé par des indications trompeuses et pour éviter un passage infesté de brigands, je me suis détourné vers Villefranche. Pays où vous allez, mensonges qui vous trouvez. C'est un très complot avec les Britanniques à accumuler du grain à la mairie. Ils veulent revendre la nourriture aux Autrichiens. Ils vont nous affamer, le français, disait-il. La révolution, encore. Espérant se nourrir, 10 000 mendiants Afflux. ici de partout, pauvres gens, sans culpabilité, sans espoir. Je l'ai vu dans la fenêtre de l'auberge, me remontant silencieux. Dernier parmi les derniers. Face à l'invasion anodine du dernier, la colère de l'avant-dernier montait. Comme des nuages grondants, avant la tempête, une guerre Parmi les pauvres, s'est profilée. Le comte de Dax devrait être guillotiné, a ajouté un autre. Ces nobles porcs, dit qui si nous manquons de pain, ils devraient nous donner des croissants sucrés. les cochons plaisantent sur notre misère. Les comtes de Dax et les chacals, prenons le château. La foule avait Augmenté. de quels milliers. La colère n'a pas trouvé Ah. d'exutoire. Il a enfin trouvé sa cible, un innocent. Un malheureux est sorti par une porte pour tenter de quitter le village, pour se sauver avant l'Apocalypse. L'Apocalypse est venu. Je ne suis pas le comte de Dax à tenter de marmonner la victime. Je m'appelle Max. Ce axe dans la fin du nom m'aperçut dans les vacarmes de la place du village suffisait à faire. Son effet. Cela rassemblait un aveu de culpabilité, comme si le pauvre citoyen avait dit « Je suis le comte de Dax, je vous déteste, tuez-moi !» Toute condamnation aurait causé la même carnage, la violence ne pouvait plus se retenir et s'est déchaîné De façon effrayante. Les passants a été rattrapés, lynchés, torturés, mutilés, attachés, traînés. Par vagues successives, la violence a changé et s'est propagée à nouveau. Je pensais que ça aurait pu être moi à lieu de la victime. Après les innocents, d'autres innocents. Les avant-derniers,
on était implacable sur les derniers. Les ouvriers armés de serpes et de fossiles ciblaient les mendiants. Quel était donc l'agent? Celui qui a massacré, ou plutôt, quoi était en train d'être massacré? Ou celle barricadée dans les maisons en attendant que la tempête se termine? Un supplice qui a duré une demi-heure interminable. Le pauvre homme fut finalement écartelé. Les branches en étaient hissées sur les jeunes arbres de la place municipale. Une souche mêlée de sang et de poussière pendait à une branche. D'une autre branche, un lambeau de jambe. Chère Daria, ma cousine bien-aimée, qu'est-ce qu'un peuple? Une masse, ou plutôt la masse ne devient Un peuple. lorsqu'elle s'est exprimée une élite. Chère Daria, cousine bien-aimée, pardon ces propos écrits à la lueur des bougies. Les résultats de nombreuses observations en ces temps exceptionnels. Chère Daria, ma cousine bien-aimée, Je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais au milieu d'une révolte sanglante traversant les Alpes lors de mon voyage de Paris à Venise. chère Daria, cousine adorée, notre révolution reste une conquête vitale, indispensable et universelle. Mes doutes portent sur la nature humaine. Étudier, d'observer la société des abeilles ou le comportement collectif des troupeaux ou les nuées d'oiseaux nous indique une nouvelle perspective. Nous sommes à la fois observateurs et observés. Comme je vous le dirai, parmi de nombreux moments terrifiants ou surprenants, c'est vraiment un cas étrange que j'ai pris possession du manuscrit sur la mort horrible de ce musicien vénitien Vivaldi il y a une cinquantaine d'années. Cependant, pour revenir à la terreur de la révolte dans le village alpin, il rêve, ou plutôt les cauchemars qui m'assaillit en cette effrayante nuit est aussi surprenant. Un cauchemar imaginaire, mais réaliste. Je rêvais d'un marchand étranger. En russe, Il me parlait d'une épidémie. Le marchand russe de rêve parlait. Il rapporta une terrible peste, prêt à se propager de l'extrême Asie à l'Europe. Certains nouveaux organismes microscopiques sont apparus dans certains territoires de l'Est. Les êtres minuscules se sont glissés dans la jambe. corpuscus infinitesimus est invisible. Pourtant semblables aux esprits, presque doués d'intelligence Et de volonté.
Dans la rêve, l'épidémie s'est propagée. Les hommes infectés sont rapidement devenus possédés et fous. La folie. Le pestiféré s'est manifesté par l'arrogance. Autrement dit, les personnes infectées tenaient leur jugement, leurs convictions morales et leurs croyances inébranlables. Ainsi, les vies et les populations sont devenues folles. Le fantasme du rêve devenait de plus en plus angoissant. Dans mon sommeil, j'ai vu un monde en ébullition totale. Personne ne comprenait son voisin, où chacun croyait être le seul dépositaire de la vérité. Les infectés se tordaient les mains pour ne plus les serrer en signe d'amitié. La folie collective s'est propagée. Les gens s'introttaient dans des accès de fureur insensés. Demi-heures se sont préparés à marcher les uns contre les autres comme deux véritables armées. Mais dès que les marches a commencé, ils ont commencé à s'attaquer. Les guerriers se jetaient les uns sur les autres en se poignardant et en se coupant la gorge, en se mordant et en se mangeant. Tout le monde a commencé à s'attaquer. Tout le monde est mort. La peste grandissait. C'était Endémique. après minuit, mon sommeil catatonique s'est évaporé. Aussi vif et violent qu'il était apparu, ou aussi soudainement, Les cauchemars s'évanouissent. un silence absolu était tombé sur les villages. Je suis sorti de l'auberge. Sous la place municipale, j'ai marché avec prudence. J'ai marché sur les décombres et des cadavres. Enfin, j'ai quitté les centres habités. Mon cœur a cessé de battre dans ma gorge avec la première lueur de l'aube. J'étais au milieu d'une forêt. Autour de moi, aucune trace humaine. Il m'a semblé deviner la silhouette d'un bâtiment. Cela ressemblait à un palais abandonné, mais intact. Peut-être les occupants avaient-ils aussi fui
pour échapper à la jacquerie, pour échapper au soulèvement populaire. En approchant prudemment au château, un coup de fusil m'atteint. J'ai entendu le sifflement près mon oreille. J'ai vu la fumée de la poudre à canon s'élever d'une fenêtre ovale sur la côté de la salle. J'ai senti la balle s'enfoncer dans l'écorce de l'arbre derrière moi. J'avais perçu la balle d'une manière presque tactile, même s'il n'avait fait que me toucher. Derrière ma tête, un arbre s'était cassé. Ne tirez pas! Encore! Mon ami, je suis italien. Je suis désarmé, je viens en paix. Impossible de procéder. Impossible de continuer à avancer vers l'Italie. Je reviens sur mes pas. À une courte distance du château, toujours dans les bois, à ma grande surprise, je trouve une taverne. À l'intérieur, une jeune femme m'accueille. Elle a entendu des coups de fusil. « Êtes-vous la cible ?» dit-elle. Je demande à la fille qui garde le château comment continuer vers l'Italie sans être tué par ces carabiniers. La fille de la taverne m'explique. Ce carabinier est un vieux fou italien comme toi. Pour convaincre le tireur fou, j'utilise mon violon. J'utilise la musique. Le vieux italien est fou, mais surtout fou de musique. Je l'apprivoise avec mon violon. Jouez-lui de la musique de Vivaldi, car le vieux carabinier fou dit avoir rencontré et fréquenté les musiciens vénitiens Antonio Vivaldi il y a 50 ans. Vraiment, la musique est-elle suffisante? Merci, ma amie, merci. Heureusement, dans mon sac de voyage, j'ai emporté une flûte avec moi. Je vais y jouer. Je jouerai des mélodies de Vivaldi. Devant le château, devant le vieux gardien fou, dont je vais enfin pouvoir continuer vers l'Italie, vers ma Venise grâce à la musique de Vivaldi. De mon sac, j'ai sorti ma flûte. Comme dans la fable d'Orphée, où les bêtes sauvages deviennent dociles au son d'une douce musique, même le vieux fou s'émerveille des notes mélodieuses qui ressonnent dans le bois. Le souffle de ma flûte s'éleva pur. Les courts concerts nocturnes couvrit les faibles bruits de l'obscurité. Ma flûte a réveillé les pics. Il a surpris les hiboux. Mais surtout, il a calmé
les fous hommes. La porte du château s'ouvrit bruyamment. Avec une lanterne, le vieil homme m'invita à entrer. Il m'accueille dans une chambre avec une table, 2 chaises et un grand tableau accroché. Un tableau mystérieux, plus qu'une image, plus qu'une peinture, il ressemblait à une croûte brûlée. La surface, presque illisible, était rugueuse, comme une peau déchirée. Je suis flûtiste pour le plaisir, je viens de Paris, je suis en route pour ma Venise. Sans votre permission, il n'est pas possible de continuer plus loin vers l'Italie. Ça me tirait, s'il vous plaît, monsieur. Le vieil homme, peut-être pour s'excuser, marmonna quelque chose comme « Je ne peux faire confiance à personne ». Mais une fois de plus, un cri d'animal sortit de sa bouche. Je sentis son désir, la raison pour laquelle Il m'avait laissé entrer. il voulait écouter plus de musique. J'essaie d'établir Un contact minimum. avec un homme si réfractaire à la sociabilité. Pendant que je jouais, Le vieil homme n'est resté pas immobile. il s'est assis, il s'est levé, il est revenu avec un volumineux manuscrit sous le bras. Une centaine de pages, il les posa sur la table. Vous devez lire ces pages. Il intime. Je baissai les yeux, inclina la tête, levai les manuscrits et récitai le titre. Vivaldi, la dernière saison, ou le mystère de la mort. Du célèbre compositeur vénitien mort, raconté, écrit sur papier par le témoin direct. Étiez-vous, monsieur, il y a 50 ans, le témoin direct de la mort d'Antonio Vivaldi? Je demande au vieux fou. De sa part, pas de réponse. Il répète, lis les manuscrits, il m'ordonne. Alors, je suis allé dans les pages. Les mots écrits à la plume sur le papier m'ont inspiré comme un tourbillon. Navigueur le long des côtes de la Scandinavie, Une ondulation dans les vagues. Il prend la forme d'un tourbillon. Il grossit en inspirant, enfin, il engloutit des gigantesques navires, d'immenses vaisseaux qui heureusement touchent les bords de l'abîme ouverts sur l'abîme, sont attirés
est englouti dans les monstrueux vortex. Alors, en lisant, je suis tombé dans l'histoire manuscrite. J'ai fait naufrage dans ces documents. Lecture silencieuse, j'ai parcouru les manuscrits sur la dernière saison de Vivaldi. Chère Daria, ma cousine bien-aimée, J'espère qu'il sera utile à Foscolo, fraîchement sorti de son récent succès au théâtre avec sa tragédie Tisbe, ce qui semble montrer un certain point de contact avec ces mystères Vivaldi. Le mémorial Vivaldi est-il alors l'œuvre de la vérité ou de la fantaisie? Les portraits privés du prêtre rouge ne trouveront presque jamais de confirmation officielle ou de preuves documentaires. Le manuscrit que vous vous apprêtez à lire peut donc être le fruit d'un imaginaire littéraire dans la ligne du nouveau goût de cette fin de siècle. En effet, il n'est pas interdit au roman de se fonder sur les délires de l'imagination. Cependant, plus encore que littéraire, les tons du récit semblent presque pictural. En fait, il commence à la manière d'un capriccio de Canaletto. Il se développe comme un fantasme de Piranesi. Cela se termine comme un cauchemar de Goya. Le manuscrit de Vivaldi est donc la quintessence d'un XVIIe siècle au coucher du soleil, avec peu de personnages tout représentants. Et enfin, la mort de Vivaldi m'apparaît presque comme la fin de Venise, aujourd'hui, surtout alors que les 1000 ans de la République de Venise s'achèvent aux mains de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, par l'intermédiaire du général français, l'histoire frappe à notre porte. Pour toutes ces raisons, je t'envoie ces cartes avec impatience. Ma chère Daria, Ma cousine bien-aimée.